membres du Congrès américain en visite au Nigeria ont promis leur soutien aux organisateurs de la campagne Bring Back Our Girls. Le président ivoirien Alassane Ouattara a remis mardi à une cinquantaine de victimes de la crise post-électorale de 2010 un chèque de 1 500 € chacun, début de l'opération d'indemnisation. Enfin, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a salué mardi le plan de lutte de Barack Obama contre le changement climatique. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Bienvenue à toutes et à tous. Nous débutons cette édition par la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a remis symboliquement mardi à une cinquantaine de victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 un chèque de 1 500 € chacun. C'était lors d'une cérémonie marquant le démarrage de l'opération d'indemnisation. Un geste qui intervient à quelques mois des élections présidentielles dans le pays. La Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes CONARIV a remplacé mi-décembre la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation aux résultats contrastés. Cette commission, qui n'a eu qu'un très faible écho dans la population, a toutefois réussi à recenser quelques 74 000 victimes. Le programme national de cohésion sociale, une structure étatique, est en charge de l'indemnisation des victimes qui, dans une première phase, va concerner 4 500 personnes, dont 1 000 blessés. La deuxième phase, la plus importante, va démarrer après la réception d'une liste consolidée de la CONARIV dont la date n'a pas encore été fixée. Au nom de la nation, l'État apportera sa compassion aux familles des victimes décédées à travers une contribution financière symbolique dans la valeur sociale et la traduction de la solidarité de tout le peuple ivoirien à leur endroit. L'indemnisation est un acte symbolique à travers lequel l'État exprime sa compassion pour les droits violés, les dommages subis et les outrages endurés, a souligné Monseigneur Paul Awana, président de la Commission pour l'indemnisation des victimes. Nous devons déchirer la page noire de la crise post-électorale pour avancer, a lancé très ému Mohamed Koné, qui a perdu l'usage de ses 4 membres pendant la crise. La Côte d'Ivoire a connu, entre 2002 et 2011, une longue période de crise politico-militaire qui a culminé avec les violences post-électorales de 2010-2011, nées du refus de l'ex-président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite face à Alassane Ouattara fin 2010. Toujours en Côte d'Ivoire, le commandant Anselme Seka Yapo, ancien chef de la sécurité rapproché de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, a été condamné ce mardi à 20 ans de prison pour assassinat durant la crise post-électorale de 2010-2011. C'est un tribunal militaire qui a prononcé la sentence à l'encontre du commandant après près de 3 heures de délibération. À la peine de réclusion s'ajoute également sa destitution du corps de la gendarmerie dont il fait partie. Toujours en bref et en images, Ousmane Oumarou Sidibé, ancien ministre et cadre de l'opposition, a été nommé président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation au Mali. La commission a été créée en 2014 avec pour mission d'enquêter sur les violences commises dans le nord du pays durant 53 ans. Oumarou Sidibé, 60 ans, est professeur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Bamako depuis 2006. Formé dans son pays et en France, il fut plusieurs fois ministre entre 1993 et l'an 2000. Les autorités zimbabwéennes de protection de l'environnement et les associations de chasseurs se sont réunies mardi, une rencontre qui se tient quelques semaines après la mort du lion Cécile pour tenter de trouver des solutions afin de limiter les chasses illégales. Reportage. Les professionnels du secteur de la chasse en Afrique australe tentent de limiter l'impact désastreux de la mort du lion Cécile sur leur puissante industrie, mettant en avant les emplois qu'ils génèrent et l'argent qu'ils reversent à la préservation de la nature. Nous avons eu beaucoup de personnes, de visiteurs du monde entier qui sont venus dans notre pays pour voir Cécile.
Du coup, sa mort est vraiment une grande perte. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour savoir comment il faut gérer ces problèmes et éviter que ce genre de choses se répètent. Et les deux parties sont tombées d'accord sur au moins une chose. Il faut imposer un moratoire ou une suspension de toutes les activités de chasse dans les propriétés où ce crime a été commis. Pour les défenseurs des animaux, quoi qu'en disent les chasseurs professionnels de la région, le cas de Cécile est révélateur des dérives d'une industrie qui contribue, selon eux, au déclin de la population des lions, en plus de la perte de leur habitat grignoté par l'urbanisation humaine. Nous devrions tous travailler ensemble pour la protection de notre patrimoine naturel, ce qui contribue énormément à nos efforts de protection de l'environnement et à l'économie du pays dans son ensemble. Mais en attendant, tout le secteur est sous les feux des critiques et montre patte blanche dans les médias. Par ailleurs, le procès de l'organisateur du safari, au cours duquel le désormais célèbre lion zimbabwéen Cécile a été abattu, a été reporté à septembre à la demande de ses défenseurs. 2 membres du Congrès américain en visite au Nigeria promettent leur soutien aux organisateurs de la campagne Bring Back Our Girls. Ils veulent aider à secourir les jeunes écolières enlevées par les membres de Boko Haram il y a plus d'1 an. Un extrait de leur déclaration. Nous sommes ici et représentons les États-Unis afin de proposer notre aide, comme notre élu a dit, mon ami, aux élus locaux. Et nous espérons qu'ils nous écouteront et apprendront. De plus, nous avons établi un comité USA-Nigeria au Congrès des États-Unis que je co-préside avec un républicain du nom de Steve Chabot. Demain, dans votre assemblée, nous allons présenter cette idée de comité au Congrès américain à l'Assemblée nigériane et nous espérons bien qu'ils la passeront. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a salué ce mardi le plan de lutte contre le changement climatique du président Barack Obama, le qualifiant de visionnaire et audacieux. Des propos que ne partagent pas certains experts qui pointent l'insuffisance des objectifs. Au lendemain de la présentation à Washington du Clean Power Plan, certains experts se félicitent de la volonté du président Barack Obama de réduire de 32% d'ici 2030 les émissions de CO2 des centrales électriques, la première source d'émissions aux États-Unis. Les États-Unis peuvent changer la lutte mondiale contre le changement climatique et, comme le président Obama a dit à juste titre, nous sommes la première génération qui pourrait mettre fin à la pauvreté mondiale et la dernière génération qui pourrait lutter contre le changement climatique. À 4 mois de la conférence de Paris, où 195 pays doivent sceller un accord historique pour réduire les gaz à effet de serre et se donner les moyens de limiter le réchauffement à 2%, comme elle s'y est engagée à Durban en 2010, les experts sont plus nuancés sur la portée des annonces américaines. Selon le réseau d'experts Carbon Action Tracker, l'objectif des États-Unis ne constitue pas une contribution suffisante pour limiter la hausse des températures à 2% au niveau mondial par rapport à l'ère pré-industrielle. Quant à Pierre Adan, conseiller climat pour certains pays africains, il juge le niveau d'engagement des États-Unis faible. On est loin d'un leadership, estime-t-il. Prenons l'exemple de l'Union européenne qui s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030. Les prochaines négociations en vue de la conférence de Paris auront lieu du 31 août au 4 septembre à Bonn, en Allemagne. À ce stade, une 50aine de pays sur les 195 qui y seront représentés ont annoncé leurs objectifs climatiques. En France, plus de 200 migrants occupent depuis vendredi un ancien lycée hôtelier désaffecté dans le 19e arrondissement de Paris. Certains d'entre eux avaient été expulsés de la Hage Pajol à Paris, d'autres viennent tout juste d'arriver en France. La mairie de Paris n'envisage pas l'expulsion de la centaine de migrants qui occupent depuis vendredi un lycée hôtelier désaffecté à Paris. C'est ce qu'a annoncé le premier adjoint au maire, Bruno Julliard. Après avoir occupé le local de l'association féministe Ni pute ni soumise, les migrants ont investi vendredi en fin d'après-midi l'ancien lycée hôtelier désaffecté situé rue Jean Carré dans le 14e arrondissement.
On est arrivé il y a 4 jours et ce nouveau centre en fait a été ouvert parce que la règle maintenant c'est plus une seule nuit dehors. Il nous reste toujours une centaine de personnes oubliées par les pouvoirs publics et donc on a décidé d'ouvrir un lieu afin que ces personnes puissent être accueillies. La mairie de Paris a indiqué que les services de l'État ont créé un peu moins de 1300 places d'hébergement d'urgence, mais qu'elle ne disposait pas actuellement d'estimation du nombre de migrants présents dans la capitale. Leur comité de soutien, contraint de trouver lui-même un lieu pour les loger, dénonce l'inaction des services publics. En faisant une forme d'autogestion, on se dit aussi que peut-être que les services de l'État, qui sont quand même bien plus forts que nous et bien plus professionnels que nous, devraient se dire que peut-être ils pourraient monter ce genre de lieu d'eux-mêmes et sans avoir besoin de se faire secouer les puces par des citoyens tout à fait ordinaires qui n'ont pour eux que leurs propres compétences. Ici, on est dans une école, mais quand elle va rouvrir, où ira-t-on? Rester, partir? On n'a toujours pas de maison. Il y a plein de gens ici et on ne sait même pas toujours se parler entre nous. Depuis début juin, les évacuations de campements de migrants se multiplient dans le nord de Paris. Des propositions de relogement sont faites aux clandestins, le temps d'examiner leur demande d'asile. Mais de nouveaux arrivants se réinstallent, souvent dans la foulée, dans les sites évacués. 27 personnes sont mortes mardi dans le déraillement de 2 trains bondés. Ces derniers traversaient un pont submergé par des inondations dans le centre de l'Inde. Les équipes de secours ont tenté toute la nuit de dégager des passagers bloqués dans ces trains. Quelques 300 personnes ont été secourues après que les trains eurent déraillé à quelques minutes d'écart. La mousson a également frappé de nombreuses régions du pays ces dernières semaines, provoquant la mort de près de 180 personnes au cours d'inondations dans l'ouest et l'est de l'Inde. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.